Bienvenue sur la chaîne Tao Coaching pour parler aujourd'hui du Tao. Voilà, donc c'est le premier volet d'une série de plusieurs volets, alors je ne sais pas encore combien, mais normalement ils seront 4 ou 5 pour aborder justement différentes traditions et qui sont rattachées à la voie de l'arbre. Donc, qu'est-ce que le Tao? Que peut-il nous apporter? Et comment l'expérimenter? Voilà, c'est surtout ce point important qui va nous intéresser. Alors, on fera un tirage après sur ce livre, le Tao Te Ching, qui est la base justement du taoïsme, la voie de la bonté et du pouvoir, de Lao Tzu. On peut dire que sur le taoïsme, il y en a au moins 3. Le taoïsme lettré, le taoïsme religieux, et le taoïsme imaginaire, celui que nous pouvons connaître en Occident, l'image qu'on peut avoir, édulcorée des choses. Donc il y a 3 taoïsmes. Donc le taoïsme lettré est une aventure individuelle, celle des mandarins engagés dans la recherche de l'intime du monde, symbolisée par une approche spirituelle et une pratique physique du Tao. Donc on verra ce qu'est le Tao, si bien sûr ce qu'il en est dit, puisque en fait on ne peut pas le définir, sinon ce n'est plus le Tao. Alors le Tao en tant que principe conducteur, donc voilà, ils ont pour principe conducteur ce Tao. Dans la plupart des écoles chinoises de sagesse, en tant que nom commun du fonctionnement des choses, de ce moteur impersonnel qui fait tourner les saisons et anime tout ce qui vit au rythme du yin et du yang. Donc ça, on parle bien du Tao. Le taoïsme religieux apparaît vers la fin du IIe siècle de l'ère commune, corrélativement avec l'effondrement de la grande dynastie des Han, sous l'impulsion d'un certain Zhang Daoling, un gourou qui organisait ses adeptes dans des sortes de phalanstères comparables à ceux créés en 1830 par Charles Fourier et que Marx et Engels considéraient comme des manifestations du socialisme critico-utopique. Par la suite, à partir de la fin du Moyen-Âge chinois, vers le VIe siècle et surtout à l'époque des Tang, 618 à 907, principalement pour contrer l'emprise grandissante du bouddhisme, ces communes populaires avec l'heure prendront la forme religieuse, cérémonies, chasubles, temples, monastères, etc., qu'elles ont gardées jusqu'à nos jours. Le taoïsme imaginaire, le 3e, enfin, est celui que se fabriquent en Occident les pratiquants des arts physiques chinois, picorant les différents styles de Tai Chi Chuan et les nombreuses formes de Qigong, toujours vendues comme des gymnastiques de bien-être. Il ne ressemble qu'assez superficiellement aux 2 premiers, mais il s'appuie sur l'ancienne tradition médicale chinoise MTC. Donc on ne peut pas le rejeter non plus, c'est parce que ça s'appuie sur des bases concrètes et intéressantes aussi de pratiques physiques, mentales et spirituelles. Mais donc voilà, il n'y a pas qu'un seul taoïsme. Donc cette recherche, ou cette philosophie, dont le grand principe est celui du non-agir, Wu-Wei, qui ne veut pas dire ne rien faire, mais plutôt agir dans l'ordre des choses en étant conscient que c'est la vie qui dirige chaque action. Voilà. La confiance en la nature est au cœur du non-agir, de la même manière que l'eau d'une rivière suit son cours sans se poser de questions. La doctrine du non-agir, très proche du stoïcisme grec et romain, invite à ne pas entreprendre d'actions contraires à la nature. D'une certaine manière, c'est accepter son destin,
C'est arrêter de croire que nous pouvons tout influencer, c'est nous remettre à notre juste place. Pratique le non-agir et chaque chose prendra sa place. Tao Te Ching 3. Je pense d'ailleurs, je ne sais pas si on le retrouve ici, si c'est la même... chapitre 2, le non-agir. Chapitre 3, l'abolition de tout désir. Donc je ne sais pas si ça correspond à un chapitre. Par contre, le non-agir, là par exemple, il est dit, si on comprend l'essence du beau, alors on reconnaît l'essence du laid. Si on comprend l'essence du bien, alors on reconnaît l'essence du mal. Le vide et l'amplitude se réclament de la même origine. Le difficile et le facile s'engendrent, le long et le court renvoient l'un à l'autre. Le haut et le bas reposent l'un sur l'autre. Les sons et la voix s'harmonisent. L'avant et l'après se suivent, et telle est la constance. C'est pourquoi le sage a recours au non-agir pour agir. S'adonne à l'enseignement sans parole et n'a nul besoin d'être initié pour interagir avec la création. Il œuvre sans s'approprier aucun bien, entreprend sans se prévaloir d'aucune réussite, accomplit sa tâche sans en attendre de reconnaissance. N'attendant aucune reconnaissance, son mérite perdurera à jamais. Voilà. Une autre citation du Tao Te Ching. Il est dit ainsi, le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a mais ne possède pas, agit mais n'attend rien. Vous voyez, donc c'est celui... bien sûr, il y a différentes traductions, mais c'est vrai, c'est celui qu'on a lu dans le livre. Voilà, chapitre 2. Le non-agir consiste donc à laisser venir les choses à soi sans rien désirer, sans rien attendre, sans rien espérer. Car ce sont précisément les désirs, les attentes et les espoirs qui créent un décentrage par rapport à la nature et qui portent la souffrance. Le non-agir invite à se laisser absorber dans le cours des choses. C'est l'acceptation du monde tel qu'il est, mais aussi l'acceptation de soi-même et des autres tels qu'ils sont. Le non-agir de Lao Tzu, puisque il est communément donc accepté que c'est Lao Tzu qui est à l'origine du Tao Te Ching et du taoïsme, voilà. Donc, pour lui, voilà, c'est une véritable philosophie de vie, c'est laisser de côté nos illusions, nos jugements de valeur et nos faux espoirs. Donc, on va voir le Tao maintenant, le Tao. Et puis on reverra des citations du Tao Te Ching aussi qui sont intéressantes. Donc ça, c'est vraiment fait partie de cette voie du taoïsme, c'est le non-agir, Wu Wei. Voilà. Alors. Voilà, le taoïsme, avant d'être une religion, a d'abord été une philosophie, prônée notamment par Lao Tzu, 4e siècle avant Jésus-Christ. Après les dates, c'est... Voilà, mais bon, ça remonte à quelques temps déjà. Zhuangzi et le Zhe. Il s'agit d'une pensée sceptique, anarchique et anti-intellectualiste, doublée d'une conception mystique de l'univers. Pour en comprendre le sens, difficile à cerner pour les Occidentaux, il faut remonter à une idée ancienne dans la pensée chinoise, le Tao, puis cheminer à travers les notions d'intermination, le vide, d'intuition et de non-agir. Donc, on y vient, le Tao est pareil à un vase que l'usage ne remplit jamais, et pareil à un gouffre, origine de toute chose du monde, Lao Tzu. L'idée de Dao, ou de Tao, écrit Dao en pinyin, mais orthographiée Tao dans l'usage populaire français, n'est pas propre au taoïsme, elle est présente aussi dans le confucianisme et le bouddhisme. Le sinologue Marcel Granet notait déjà en 1929 qu'elle est une des plus obscures parmi les notions chinoises et une des catégories de la pensée commune. Elle est toutefois centrale dans l'œuvre de Lao Tzu, le fondateur supposé de la doctrine taoïste. Pour lui, le mot désigne l'ordre naturel des choses auquel il ne faut pas s'opposer. Il implique une méthode de salut individuel. Le Dao, c'est la voie, le passage ou encore la méthode à emprunter pour trouver la sagesse. Il renvoie aussi à une cosmogonie, le Tao est le chaos originel. Il a donné naissance au souffle, Qi,
qui lui-même a engendré les principes antagonistes du yin et du yang, puis toute chose. Il n'y a donc pas de créateur dans la vision du monde taoïste. Le texte fondateur du taoïsme attribue à Lao Tzu le Tao Te Ching reste une énigme. Chevaucher le vide, Lao Tzu. Mais le Dao peut aussi signifier le vide. Dans le monde qui est un chaos incessant, l'adepte doit supprimer ses propres pensées par la méditation et diverses techniques de souffle et trouver ainsi la contemplation intérieure. Ainsi le maître Lao Tzu, IIIe siècle, au lieu de remplir son esprit d'inutiles connaissances, raisonnements ou codes sociaux, préfère chevaucher le vide. Donc pour résumer un petit peu le Tao, en fait, c'est un principe originel. Alors forcément, nous occidentaux, on pourrait facilement rapprocher ce principe, cette conception des choses d'un Dieu créateur, mais aussi peut correspondre à l'énergie divine, créatrice de toute chose. L'énergie pure qui est partout et en tout, et qui forme la matière, les mondes, qui est donc partout, omniprésente. Et selon le taoïsme, donc essayer de définir le Tao, ce que c'est déjà une erreur. Donc on ne peut pas le définir vraiment. Et cela s'explique parce que c'est tellement important, tellement grand, que la connaissance ou notre mental ne nous permet pas d'avoir une bonne compréhension des choses. Voilà. Donc là, c'est vrai que dans le taoïsme, justement, ils invitent à la méditation, justement, et un retour à soi, pour essayer justement de lâcher et être dans le non-agir tout en agissant. Donc c'est toute la contradiction en fait de cette pensée et ces pratiques-là qu'on retrouve dans le tai chi, dans le qigong, dans toutes ces pratiques ancestrales, pour essayer de l'intérieur de pouvoir expérimenter en fait ce qu'est réellement le Tao. Alors, bien sûr, dans la voie de l'arbre, eh bien, il existe cette pratique de la posture de l'arbre qui remonte justement à cette pratique remonte à cette origine-là, et cette méditation debout en fait permet simplement et naturellement, si on pratique correctement, de pouvoir expérimenter ce qu'est le Tao réellement. Donc sortir des concepts, des textes, des connaissances mentales, mais en pratiquant donc naturellement cette posture dans la nature. Donc la voie de l'arbre, bien sûr, cette posture se fait auprès des arbres. Et ainsi, ça permet aussi, puisqu'il y a différentes postures, différentes façons de pratiquer, mais la posture d'ouverture permet justement de recevoir l'énergie des arbres et puis pouvoir échanger avec lui notre énergie et ainsi bénéficier de ces vibrations, ces fréquences. Parce que si on part justement de cette idée que tout est énergie, fréquence et vibration, bien on arrive à comprendre un petit peu mieux les choses. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle du Tao aujourd'hui, c'est parce que justement dans la pratique
il y a des exercices justement pour échanger avec les arbres qui viennent de cette philosophie, de cette voie de la bonté et du pouvoir, comme le définissait Lao Tzu. Et c'est tout l'intérêt en fait de le vivre réellement, de l'expérimenter en soi, dans l'être, hein, puisqu'en fait c'est ça, c'est sortir un petit peu du superficiel, de tout ce qui est autour de nous, mais qui n'a pas réellement d'utilité, pour revenir à soi et à l'essentiel. Voilà. Et ainsi nous permettre de grandir en conscience. Voilà. Donc, et c'est vrai que la pratique de la posture, du Qigong, de l'arbre, est en accord avec le Wu Wei, donc le non-agir, tout en agissant. Voilà, c'est vraiment cette pensée qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions. Même dans la pratique, on sent la contraction, étirement, dans toutes les directions. Donc détente, inconfort, tout est lié. Et grâce en apparence, une pratique en fait où on ne fait rien, eh bien tout se passe à l'intérieur du corps, et agit en fait sur le corps physique ça va le renforcer de l'intérieur, renforcer les organes, ça va renforcer au niveau musculaire, ça va détendre les tissus, les fibres musculaires, ça va masser les organes internes, donc ça va agir sur le corps physique, ça va agir sur le plan mental, puisqu'on va utiliser le mental pour nous aider à nous détendre, à rechercher la détente, le bien-être du corps, et ça va agir sur l'émotionnel également, ça va permettre d'évacuer ce qui nous bloque émotionnellement, ça va nous libérer petit à petit ça va rééquilibrer en fait, ça va harmoniser en fait toutes les parties en fait entre elles, hein, le corps, l'âme et l'esprit, le corps, le mental, l'émotionnel et la conscience et le spirituel aussi, sans apprendre de doctrine particulière. Donc les choses se font naturellement en soi en fait, ça évolue naturellement, donc on peut pas dire qu'il n'y a pas d'enseignement particulier ou de concept, hein. Voilà, c'est chacun en fait évolue à son rythme en fait. Voilà, c'est avec l'univers, en contact avec le Tao. Voilà. Donc c'était le point que je voulais aborder ce soir. Oui, on est le soir, bien que vous allez visionner peut-être cette vidéo à un autre moment. Donc on va tirer au hasard un texte du Tao Te Ching. Je vais ouvrir la page je laisse la tranquillité, oui, chapitre 37. Le Tao est éternellement sans agir, et pourtant il n'y a rien qu'il n'accomplisse. Si les souverains le suivent, toutes choses se transformeront d'elles-mêmes. Si cette transformation donne naissance au désir, celui-ci sera alors réprimé par la voix sans nom et informe, et tout désir disparaîtra. En l'absence de désir, la tranquillité régnera et le monde s'apaisera de lui-même. Donc il y a plusieurs traductions. Là c'est tiré, il y a les idéogrammes ici comme ça, mais bon on peut. Mais le sens est pratiquement partout pareil, mais c'est vrai que
des fois, c'est difficilement compréhensible, même par le mental. Hein. Donc, il n'y a que par le corps qu'on arrive justement à en saisir vraiment le sens réel. Voilà. Donc la prochaine fois, je pense que j'aborderai la culture amérindienne, la culture Lakota, qui est associée aussi à la voix de l'arbre, vous verrez comment. Je vous en parlerai un peu plus longuement au cours de cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et puis merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.